Et donc, je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent, et puis à nos intervenantes et intervenants. Bienvenue en particulier à Madame Anne-Lise Deleron, et puis à Franco Borca, notre président qui vient de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi d'être avec vous ce soir pour faire un point sur l'étape importante de clôture de l'association P2E pour qu'elle entre dans une nouvelle ère. Donc, ce que je propose, Jean-Noël, moi j'ai juste l'honneur et le plaisir de faire juste un tout petit mot d'introduction à l'ouverture avant de laisser la place à nos éminents intervenants. Donc, j'ai eu l'honneur de présider cette association pendant ces 5 ans d'existence. Vous verrez les résultats de ce que nous avons pu produire. Et encore une fois, c'est l'objectif qui nous a tous guidés, c'est de travailler sur les solutions permettant de donner envie à des propriétaires de maisons individuelles. Et vous savez qu'il y en a près de 12 à 13 millions qui sont concernés et qui n'étaient pas du tout adressés il y a 5 ans. Et donc de travailler sur comment faire pour donner envie à ces propriétaires d'aller vers la rénovation énergétique, comment leur donner confiance, créer les conditions de transparence, d'information. Tout ça a des coûts pertinents permettant à ces propriétaires d'avoir l'information qui va les guider et leur donner envie d'aller vers une rénovation énergétique. Donc, notre travail, encore une fois, ici, il a vraiment été de balayer avec les territoires, avec les acteurs, toute la chaîne de décision qui peut permettre d'aller vers ce type de rénovation. Et nous avons pu mener des expérimentations, nous avons travaillé sur des combinatoires sans calcul, nous avons travaillé sur l'approche sociologique, sur la manière dont on pouvait accompagner ces propriétaires. Et vraiment, il s'agit là de capitaliser maintenant sur ce process, sur l'aspect sociologique, sur les aspects non techniques, ou plus exactement techniques, mais qui doivent être en sous-jacent et non pas en visibilité pour les maîtres d'ouvrage béotiens qui doivent entrer sur ce sujet-là. Et donc, vraiment, l'objectif là, c'est d'être très pragmatique, de regarder comment aller vers des rénovations par étapes pertinentes, qui ne soient pas destructrices de valeur, qui n'obèrent pas la qualité globale de l'ouvrage. Et je voudrais remercier ici tous les intervenants, tous les techniciens, tous les auditeurs qui nous ont accompagnés pendant ces années pour procéder à ces travaux. Et un grand merci à nos collaborateurs qui ont été Benoît Montes, Guillaume Babu, Guillaume Piton, Rémi Babu, qui est ici et qui ont fait un énorme boulot pour le pilotage de ces travaux. Donc, vous connaissez les objectifs, je ne vais pas les recommenter. Vous voyez bien où est-ce que nous voulons aller en termes de performance énergétique sur la maison, les enjeux que ça représente. Et je ne pense pas aller beaucoup plus loin dans les présentations slides. Tu peux peut-être passer à la prochaine, s'il te plaît, Rémi. Voilà, c'était pour vraiment fixer les enjeux que vous connaissez tous, hein. C'est comment on accompagne cette filière vers ces enjeux. Donc, l'objectif pour nous a vraiment été de créer ce process, de vraiment avancer sur l'accompagnement, la transmission d'informations, la capacité d'avoir un outil très facile pour les auditeurs, aisément compréhensible et ergonomique pour les non-sachants, propriétaires de maisons qui doivent avoir envie d'aller vers la rénovation. Et c'est vraiment ça, c'est donner envie aux gens de capitaliser sur leur maison. Leur maison, c'est leur bien, ils en sont fiers, ils en sont heureux. On ne peut pas aller chez eux en leur expliquant que leurs fenêtres sont mauvaises, que leur toit est mal isolé. On ne peut pas aller chez eux en les critiquant, il faut leur donner envie, il faut respecter leur lieu de vie.
Et ça, c'est vraiment fondamental dans les retours sociologiques qu'on a pu avoir. Et il faut leur donner confiance dans le processus, confiance dans la transmission d'informations techniques, leur donner confiance dans les acteurs qui vont intervenir ensuite pour leur donner, pour leur présenter des devis. Et c'est tout le processus qu'on a essayé de schématiser et que vous verrez dans les slides suivantes. Donc, je ne suis pas plus long et afin de ne pas obérer le temps qui nous est imparti, je vais me permettre de passer immédiatement la parole à Madame Delaurent, voilà, qui pourra nous faire part de ses remarques et de ses positions sur ces sujets qui, je le sais, sont éminemment importants de la rénovation du stock de bâtiments pour nos ministres. Chère Anne-Lise, je te laisse la parole et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci, merci Franck pour ces propos introductifs. Bonsoir à toutes et à tous. On va dans un instant avoir les conclusions et les enseignements de cette expérimentation P2E qui, comme l'a dit Franck, se déroule depuis quelques années. J'ai une intervention en deux séquences. Ce premier propos introductif sur la politique publique et puis, si vous me le permettez, quelques propos en réaction à ce qu'on aura entendu de la part de l'équipe P2E. Le premier propos, c'est de partager avec vous le contexte dans lequel nous nous inscrivons aujourd'hui en matière de rénovation énergétique et que j'ai le plaisir de conduire au titre de mon poste de coordinatrice interministérielle depuis quelques mois, spécialement en matière de rénovation énergétique des logements, qui va être le prisme qui nous occupe ce soir. Plusieurs chantiers sont à l'œuvre de la part des pouvoirs publics, à la fois une volonté d'aller simplifier et d'aller améliorer nos dispositifs incitatifs avec des aides plus justes, plus simples, plus efficaces. Et c'est tout le chemin qui est ouvert depuis quelques mois avec l'instauration d'une aide socle, colonne vertébrale de notre dispositif incitatif qui est MaPrimeRénov', que vous avez connu en 2020 comme étant l'aide de transition, qui opérait la transition avec l'ancien CITE et qui depuis un mois maintenant est ouvert à l'ensemble des propriétaires occupants, aux copropriétés et demain aux propriétaires bailleurs. Donc on a vraiment MaPrimeRénov' qui est aujourd'hui de l'aide qui est la colonne vertébrale de notre dispositif incitatif. À côté de ça, des certificats d'économie d'énergie avec une volonté réelle d'emmener les certificats d'économie d'énergie vers une rénovation globale et une approche programmée, de manière générale, une approche programmée de nos travaux. Et en ça, je pense que ce qu'on va entendre tout à l'heure sur les enseignements de l'expérimentation P2E, ça va être très éclairant. Donc vraiment une volonté de travailler un ensemble d'actions qui va être pour moi un chantier autour des aides plus justes, plus simples et plus efficaces. Dans le même temps, travailler à une simplification de notre parcours, du parcours des ménages dans la rénovation énergétique. Ça veut dire sécuriser les hommes et les femmes qui, sur le terrain, apportent une information à nos concitoyens. Ça veut dire travailler et coordonner nos messages de communication. Ça veut dire réfléchir à une offre adaptée d'accompagnement au-delà de l'information et du conseil de premier niveau. Quand on bascule dans un parcours de travaux, à quel moment on trouve les bons accompagnements, par qui ces accompagnements sont faits. Voilà tout un ensemble d'actions qui est aujourd'hui travaillé par les pouvoirs publics. Il y a une autre brique qu'indirectement l'expérience P2E a aussi travaillé, qui est toute la brique de la filière professionnelle. Et moi, je suis très attachée à toute la brique autour de la lutte contre les pratiques frauduleuses, parce que dans le même temps que l'on simplifie le parcours, dans le même temps qu'on rend plus simple les aides, il faut qu'on soit très attentif à la confiance que l'on donne et à la confiance de nos concitoyens dans leur parcours de rénovation et dans les travaux qui sont opérés. C'est pour ça qu'on a rénové, qu'on a renforcé la mention RGE. C'est pour ça qu'on a ouvert une nouvelle manière aussi d'embarquer les entreprises dans la dynamique RGE. C'est aussi pour ça qu'on est très actif en matière de lutte contre les pratiques frauduleuses. Et à ce titre, je crois qu'il y a des éléments intéressants dans l'expérimentation P2E sur la manière dont on embarque une partie de la profession du bâtiment et de l'immobilier dans ce dialogue sur les bons travaux au bon moment et la sensibilisation de nos concitoyens à la rénovation énergétique.
Ça, c'est en somme, à très grands traits résumé, les chantiers que nous avons déjà ouverts depuis quelques mois sous l'impulsion d'Emmanuel Vargon, ministre du Logement, auprès de la ministre de la Transition écologique. Et puis, ça n'aura échappé à personne, on est dans un momentum encore plus fort depuis quelques jours sur ces sujets-là, à la fois parce que, en écho au Conseil des ministres de ce matin, où a été présenté le projet de loi climat et résilience, dans quelques jours débarque l'examen du projet de loi sur ces questions, et notamment ces questions de rénovation énergétique, parce que ça a été un axe fort des échanges de la Convention citoyenne. Et donc, on va, j'en suis persuadée, avec ce projet de loi, faire encore davantage basculer les sujets de rénovation énergétique dans la société. Et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont parmi les panélistes, parmi les partenaires de l'expérience P2E en sont déjà convaincus et avaient un œil averti quand vous lisez la presse professionnelle ou grand public. Mais le sujet de la rénovation énergétique est de plus en plus un sujet que l'on voit dans la presse généraliste, et de plus en plus un sujet que l'on voit aux 20h des chaînes d'information. Et donc, ça veut dire qu'on est progressivement en train de basculer dans la société. Et puis, il nous manque encore quelques briques d'actions et de dispositifs à mettre en place. Je cite pour exemple les travaux que mène actuellement Olivier Sichel, le directeur délégué de la Banque des Territoires, sur mandat de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Vargon et sur impulsion du président de la République, pour formaliser des propositions opérationnelles autour du financement de la rénovation performante des passoires thermiques. Et donc, ces quelques inputs, ces quelques exemples que je vous cite, ils ont pour moi une très grande importance de vous montrer qu'on est dans un moment assez rare dans l'histoire récente de notre politique publique où j'ai un vrai alignement des planètes pour conduire une politique ambitieuse de rénovation énergétique des logements, qu'un grand nombre de chantiers sont déjà à l'œuvre, qu'un grand nombre de jalons sont déjà posés, que des obligations indirectes de rénovation énergétique se dessinent déjà et que pour conduire efficacement tout ça, je ne doute pas que nous pourrons puiser aussi dans les enseignements que l'expérience P2E va nous livrer dans un instant. Et je vous propose, Franck, si vous en êtes d'accord, qu'à l'issue des quelques mots de présentation de ton équipe, je puisse en quelques minutes vous donner une réaction à chaud, qui sera une réaction tout à fait franche et entière, puisque je vais, en même temps que les centaines de panélistes, découvrir les enseignements de cette expérimentation. En tout cas, un grand merci à tous. Bravo d'avance pour cette expérimentation. Et je crois que là, on est en capacité dans les prochaines semaines de vraiment enclencher la massification tant attendue de la rénovation de nos bâtiments et spécialement des logements. N'en démontre qu'un autre signal que je voulais aussi partager avec vous, qui est toute l'attention que le plan France Relance a donné à ce sujet. Merci à tous. Bien, donc il m'appartient de vous présenter rapidement l'historique et les objectifs initiaux, en tout cas, de l'expérience P2E. Donc certains d'entre vous ont peut-être encore en mémoire les travaux du Shift initiaux de 2012-2013 qui ont donné lieu à la publication d'un rapport en 2013 dont l'une des propositions phares était la création d'un passeport efficacité énergétique. À l'issue de ce rapport, le Shift et le groupe de travail de l'époque, qui était composé d'industriels comme Saint-Gobain, Rockwool, EDF ou encore Engie, mais aussi de beaucoup d'autres acteurs plus associatifs, le groupe de travail a décidé d'expérimenter lui-même le passeport efficacité énergétique de manière à être capable, de manière informée, d'en produire un cahier des charges à l'époque pour l'État ou d'autres acteurs. Il y a eu évidemment d'autres réflexions qui ont été versées à ce cahier des charges, notamment celle du groupe de travail du plan bâtiment durable sur la carte vitale du bâtiment. Et il faut savoir qu'à l'époque, la notion de passeport efficacité énergétique regroupait à la fois ce qu'est aujourd'hui le passeport, mais aussi ce qui est depuis devenu, séparément du passeport, le carnet numérique du logement. Bon, les deux notions se sont disons, séparées en deux dispositifs différents. Au bout d'un ou 2 ans, on s'est rendu compte au Shift, que nous n'avions pas tout à fait les épaules pour porter le développement et l'expérimentation d'un tel passeport et qu'il fallait une démarche qui soit plus partenariale et plus solide, y compris financièrement, pour un projet de cette nature-là. Donc, a été créée l'expérience P2E
qui est donc une association dédiée qui regroupe des partenaires que je vous présenterai juste après. Donc ça, c'était 2016, et Rémi va vous présenter dans quelques minutes l'expérimentation et les travaux qui ont été menés. Je m'arrête quelques minutes sur les statuts de l'association Expérience P2E, donc une association qui a été créée pour une durée qui était au début censée être limitée à la durée que nécessiterait l'expérimentation et les objectifs que nous nous donnions. Ce que je vous propose en fait ici, c'est d'interpréter les résultats et la présentation que fera Rémi et les discussions qui vont suivre à la lumière des objectifs qui étaient ceux initialement d'Expérience P2E. Par exemple, celle de l'expérimentation sur le terrain, qui est ici tout simplement mise surlignée en vert parce que nous estimons l'avoir menée à satisfaction, c'est-à-dire avoir rempli nos objectifs. Une expérimentation également dans les territoires. Rémi vous montrera en quoi ça a été un succès et en quoi ça comportait aussi des limites, notamment en termes de modèle économique, que nous pourrons aussi évoquer dans les suites, les perspectives. Bon. Deuxièmement, l'évaluation des conditions qui permettront au passeport de massifier. Encore, il y a eu plusieurs publications là-dessus, une en 2018, une récemment pour le niveau européen. Rémi en parlera également. Le développement de l'outil Expérience P2E à l'époque, qui est devenu tout simplement l'outil Passeport Efficacité Énergétique, une appli. Elle sera également évoquée. La question de la base de données. Nous avons évidemment eu une base de données pour récolter les données issues de l'expérimentation. Simplement, nous avons décidé d'utiliser ces résultats-là, mais de ne pas transmettre les données de l'expérimentation parce qu'elles appartiennent quand même fondamentalement aux ménages. Rémi pourra expliciter aussi pourquoi cet objectif n'a pas été rempli, mais ça n'est pas un problème. Et puis la promotion de l'outil P2E qui était un objectif de départ de l'expérimentation. Rapidement, on a eu un contexte à la fois politique et juridique favorable. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a eu plusieurs moments marquants. Évidemment, l'étude de la Commission européenne et la mention du passeport dans la directive européenne. Évidemment, les différents plans de rénovation publics. Mais je pense que vous êtes déjà en grande partie familier de cela. Un petit rappel sur l'aventure partenariale qui a été et qui est toujours Expérience P2E pour encore quelques semaines ou mois, l'association ayant vocation à prendre fin très bientôt. Je rappelle que nous avons donc 5 membres fondateurs, des partenaires, des territoires, et que c'est de cette manière-là, et avec les acteurs de terrain comme des bureaux d'études, les fameux passeporteurs ou des ménages, que l'expérimentation a été menée. Je passe directement la parole à Rémi pour la présentation. Merci. Donc moi, je vais, pendant un gros quart d'heure, vous présenter de manière un petit peu plus approfondie ce qu'on a fait assez concrètement au long de ces 4 années d'existence d'Expérience P2E, comment on a développé ce fameux passeport efficacité énergétique. Et donc pour ça, je vais repartir, si Jean-Noël, tu veux bien avancer, un petit peu la base des présupposés de l'association, puisque j'ai vu, et je vous remercie tous d'avoir répondu à notre petit sondage, que voilà, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément familiers avec le sujet. Donc, le premier constat, c'est que en fait, en France, il y a un très faible taux d'accompagnement des projets de rénovation. On est de l'ordre de 15% des ménages qui sont accompagnés par des experts de la rénovation énergétique, d'après les études qui font référence sur le sujet. C'est assez peu. Et il y a un deuxième point important, si on avance encore, c'est que sur les maisons individuelles, donc qui sont l'objet d'étude principale de l'expérience P2E, les montants des travaux sont finalement assez élevés. Il faut compter plutôt de l'ordre de 40-50 000 euros pour une rénovation thermique globale qui s'attaque à l'ensemble des postes, mais sur une rénovation, disons, moyenne, les ménages vont mettre plutôt 12 000 euros. Et donc, on va avoir du mal à absorber les coûts de l'ingénierie. Et donc, ce qu'on a décidé de faire avec P2E, c'est ce qu'on voit sur le petit diagramme qui va s'afficher, c'est qu'on avait remarqué qu'il existait des prestations qui permettaient de faire des recommandations qualitatives, d'autres qui permettaient d'avoir des prix accessibles dans l'économie des ménages. Typiquement, c'était l'audit et le DPE.
mais qu'elle ne permettait pas d'être à l'intersection que nous, on souhaitait explorer, qui étaient des recommandations qualitatives, donc à savoir personnalisées au ménage et adaptées au logement, le tout à un prix accessible pour de la maison individuelle. Et donc, c'est ce qu'on est allé chercher dans cette expérimentation. Comment on a fait ça? Diapo suivante, c'est du coup dans un contexte que Jean-Noël vous présentait en partie d'évolution stratégique et législative notamment, de montée en compétences progressive des acteurs publics et parapublics. Et donc le but, c'était aussi de participer à ça à travers un outil qui soit vraiment un support de la démarche et qui nous permette d'emmener sur le terrain, comme on le disait tout à l'heure Jean-Noël, les gens qui ont participé avec nous, donc les bureaux d'études, les architectes, les diagnostiqueurs, les ménages et tous les professionnels globalement chargés de leur accompagnement. Et donc on était vraiment dans une logique de test and learn, on va dire, d'essayer des choses sur le terrain et puis de faire remonter des retours qui nous permettaient d'améliorer nos outils. Alors, du coup, fort des constats que je vous ai présentés sur la diapo d'avant, je vous présente un cahier des charges un petit peu minimal de l'outil qu'on s'était donné. Donc, je l'ai dit, il était dédié principalement aux maisons individuelles parce que, voilà, gisement énorme et diffus, difficile à activer. On avait du coup déduit de cette nécessité d'avoir un coût maîtrisé qu'il fallait que le temps de travail dédié à cette première prestation, cette première brique d'un parcours de rénovation, que pouvait être le passeport, que le temps d'expertise soit limité pour maîtriser le coût. Et il fallait qu'à la fin, on rende une feuille de route qui soit synthétique et qui permette au ménage bénéficiaire de s'orienter dans son parcours de rénovation pour aller ensuite continuer, aller plus loin vers la mise en œuvre des travaux. Et enfin, une dernière contrainte, c'était de répondre à une réalité de terrain qui était à la fois d'être capable de pousser vers des rénovations les plus globales possibles, si possible complètes en une seule fois sur l'ensemble des lots, mais de aussi s'adresser à quelque chose qui est une réalité aujourd'hui, notamment du fait d'un système d'incitation, comme le disait Agnès Delaurent, qui est en cours d'évolution, mais qui favorise plutôt des fractionnements geste par geste, qui ont qui poussent un petit peu qui amènent des difficultés techniques, on va dire, en termes de qualité et de performance des rénovations. Alors, voilà, donc je vous présente un petit peu le processus de comment se passe concrètement un passeport. Donc, le passeport, on l'a compris, c'est cette prestation d'ingénierie et de médiation énergétique qui vient vous donner les premières indications pour que vous ayez, disons, un plan à moyen terme de comment vous allez rénover votre maison. L'idée, c'est qu'il y a un expert de la rénovation énergétique, donc on les a appelés les passeporteurs dans le cadre de notre expérimentation, qui viennent visiter la maison chez vous et avec vous. C'est un petit peu ça la particularité par rapport à d'autres prestations aussi. Donc le but, c'est aussi d'échanger sur les habitudes de vie, le ressenti du logement, etc. Et à partir d'un certain nombre de critères assez simples, on va venir choisir dans une bibliothèque de combinatoires qui sont précalculés, on en a 1 millier à peu près pour s'adapter à toutes les solutions, à toutes les situations, et donc de venir choisir dans cette bibliothèque de bouquets de travaux précalculés une combinaison qui va bien correspondre à votre logement et à votre mode de vie, à votre budget. Ces combinaisons, on s'assure qu'elles nous permettent d'atteindre les objectifs nationaux, qui sont donc le BBC Rénovation sur l'ensemble du parc, on sait aussi les positionner par rapport à leur compatibilité avec les trajectoires bas carbone visées par la France. Et donc, quand on a choisi tout ça, ensuite, le but, une fois qu'on a un bouquet de travaux un peu fixé, le but, ça va être d'ordonner les lots de travaux, les uns par rapport aux autres, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut tout faire en première étape parce qu'on en a les moyens, ou bien est-ce qu'on doit peut-être séparer en plusieurs étapes la rénovation? Alors, un nombre limité, nous, on est parti sur 2. Et dans ce cas-là, comment on fait pour agencer les étapes? Un premier indice, par exemple, ça va être la vétusté des lots, en se disant que des lots qui sont vétustes, qu'il va falloir changer bientôt, vont être un peu prioritaires. Et donc, on va vous montrer un petit peu tout ça après, un petit peu plus en détail, mais une fois qu'on a agencé, on a ordonnancé ce parcours de travaux, on va le traduire dans une feuille de route de rénovation qui est assez simple et qui permet de s'orienter pour la suite.
Concrètement, tout ça, ça pose, comme on va le voir sur la diapo d'après, des questions d'ingénierie, en plus des questions de médiation qu'on voulait centrales, qui sont notamment comment on fait un outil simple, donc je l'ai dit notamment en se basant sur des outils, des combinaisons de travaux précalculés, mais aussi comment on s'adresse au sujet de la rénovation performante par étape, puisque en fait, quand on va fractionner une rénovation en plusieurs étapes, on va avoir des interfaces et des interactions entre lots de travaux qui vont être difficiles à gérer. Par exemple, il faut que le dimensionnement des systèmes, donc de chauffage et de ventilation, soit cohérent avec des performances d'enveloppe. Donc, est-ce que la maison est bien isolée? Est-ce qu'elle est bien étanche à l'air? Et justement, pour qu'elle soit bien isolée et bien étanche à l'air, il faut aussi que tous les lots d'enveloppe entre eux soient bien raccordés pour éviter les ponts thermiques et les inétanchéités à l'air, par exemple. Donc, on va aussi examiner tout ça et développer en fait notre propre corpus d'outils qui nous permettent de limiter les risques techniques liés à ce fractionnement. Et donc, ça passe notamment par un certain nombre de principes qu'on a affichés là, donc les 5 principes que vous voyez sur la diapo, mais ça passe après par des points aussi beaucoup plus techniques et beaucoup plus précis. Donc, je vous montre très rapidement l'outil parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est intéressant quand même que vous sachiez un peu ce qu'il y a derrière. Il y a dans l'outil un diagnostic simplifié de l'ensemble des lots de travaux. Donc ici, on a le lot mur. On voit qu'à chaque fois, il y a quelques informations spécifiques au lot et il y a toujours cette appréhension de la vétusté, comme je le disais en premier lieu. On va avoir ça sur l'ensemble des lots d'enveloppe et des systèmes. Et donc, avec ce diagnostic simplifié, on va être capable d'identifier un certain nombre de critères simples qui nous permettent de déterminer quelles sont les combinaisons de travaux pertinentes. Et ça, on le voit sur la diapo juste après. Donc, on fait un petit peu une ellipse, une avance dans le temps. On est à la fin du diagnostic. Diapo suivante, voilà. Et on a le choix entre plusieurs combinatoires de travaux qu'on va venir sélectionner. Une fois qu'on a sélectionné ces combinatoires-là, qu'on en a choisi une qui correspond bien au logement, on va ensuite être dans une étape d'ordonnancement des lots. Et avant ça, on va juste passer par une petite notification qui vous dit si vous êtes plutôt en ligne avec la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone ou pas. Alors ça, c'est assez important et c'est assez neuf. Hein, c'est quelque chose qu'on voit rarement dans ces projets-là, dans ce genre d'outils. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard SNBC en rénovation. La quantité de carbone émise par les bâtiments existants n'est pas réglementée. Le but ici, c'est plutôt de répondre à une demande qui émane du côté des ménages d'avoir de l'information là-dessus, d'une part, et d'autre part aussi d'alimenter cette demande de faire connaître les impacts du bâtiment à tout public, on va dire, et voilà, et de montrer que tout ça a un impact dans l'empreinte carbone de chacun. Là-dessus, on ne peut pas vraiment se substituer aux normes. Je veux dire, on ne va pas empêcher les gens de consommer du fioul ou du gaz si c'est la solution qui convient mieux à leur logement. Par contre, on peut les aider à avancer dans ce cheminement-là et préparer aussi l'ensemble de l'écosystème à aller vers des pratiques plus vertueuses et moins carbonées, on va dire. Et donc, une fois qu'on a eu ça, on passe effectivement à l'agencement des lots de travaux entre eux. Et ici, on a donc en rouge, avec un petit pictogramme rouge, les lots qui sont réalisés les premiers, avec un petit pictogramme jaune, ceux qui sont réalisés en second. Et une grosse innovation qu'on a apportée avec le développement de cette application P2E, c'est le petit encadré que vous voyez à droite, rouge, bleu, jaune, là, qui indique des points de vigilance qui vont émerger du fait, comme je le disais tout à l'heure, de la séparation de certains lots entre une première et une deuxième étape de travaux. Et donc, ces points de vigilance, ils sont hiérarchisés entre des points qui sont graves en rouge et des points qui ne sont pas très graves en bleu. Et on peut, de manière instantanée, en construisant la feuille de route en discussion avec les ménages, les identifier, en faire des points de discussion, éventuellement y trouver des solutions, mais dans le meilleur des cas, les éliminer, en tout cas éliminer tous ceux qui sont rouges et oranges et qui font peser des risques soit sur la santé des occupants, soit sur la pérennité et la qualité de la rénovation.
Voilà. Et donc, une fois qu'on a réussi à construire tout ça, on a aussi une petite estimation du coût des travaux, je passe dessus. On arrive à remettre une feuille de route de travaux qui est un livrable simple. Il est recto verso, vous voyez, il est assez graphique et il contient toutes les informations essentielles pour poursuivre le parcours de travaux. Et notamment, si on zoome un peu sur la diapo suivante, on voit qu'il contient à la fois des prescriptions techniques et des exigences sur chacun des lots. Il contient donc ce phasage des lots qu'on vient de détailler et les points de vigilance qui sont relatifs. Et tout ça, ça va être utile pour transmettre ensuite, enfin pour les ménages, afin qu'ils puissent transmettre ces éléments-là à leur maîtrise d'œuvre ou aux artisans qui vont intervenir. Et puis finalement, il y a aussi une part assez importante dans la méthode Passeport qui se veut dans le dialogue, c'est tout le contenu qui est mis par l'expert en commentaire et qui vise vraiment à personnaliser, à adapter les solutions techniques de rénovation qui ont été choisies au logement et à un projet de vie particulier. On pense vraiment que le fait d'avoir un outil qui est aussi simple que celui que je viens de vous montrer, qui permet de faire un diagnostic simplifié de la maison très rapidement, permet aussi à l'expert de dégager du temps pour faire cette petite partie de commentaires-là, pour discuter avec le ménage, et que c'est ça qui va d'une part éveiller l'intérêt du ménage pour une rénovation qui lui convient, et d'autre part augmenter sa confiance, et donc qu'on va réussir à aller vers des travaux planifiés qui seront plus ambitieux et plus performants. Voilà, je vous ai présenté rapidement l'outil. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques petits résultats qu'on a pu extraire de ces années d'expérimentation. Alors, ouais, ça, on peut passer, c'est les contenus techniques qu'il y avait dans l'application, mais je vous renvoie au site pour ne pas passer trop de temps là-dessus. Donc, il y avait notamment ces fameuses combinatoires de travaux juste avant qui ont été développés par le bureau d'études Enertech qui nous permettent d'aller très vite sur la proposition de bouquet de travaux. Il y a un guide technique assez complet avec beaucoup de références à l'état de l'art où on retrouve les points de vigilance que je mentionnais, des recommandations de mise en œuvre. Et puis, il y a ces points de vigilance qu'on retrouve en tableau, et donc on retrouve ces fameuses couleurs bleu, rouge, orange qui derrière sont affichées dans l'application. Ah oui, il y a même une petite application en développement pour être portative, pour pouvoir l'utiliser sur les chantiers au niveau des artisans avec ces points de vigilance. Ça devrait arriver bientôt, on vous tiendra informé. Donc, sur les résultats, on a fait cet outil, on l'a testé, comme je le disais, sur le terrain, avec des bureaux d'études et des architectes principalement, qui sont allés voir des ménages volontaires. Et ensuite, on a recueilli des retours d'expérience de ces participants, ménages et passeporteurs. Et il en ressort déjà une première chose, c'est que les ménages étaient très satisfaits des informations qui leur étaient fournies à travers le document. Ils les jugeaient très utiles. Et ce qu'on voit sur la diapo d'après, c'est aussi qu'elles étaient très efficaces en termes de taux de transformation, de taux de conversion et d'engagement des ménages dans la suite des parcours de rénovation. Puisque on voit que dans plus de 2/3 des cas, le passeport a eu un effet qui a rehaussé les ambitions des projets de travaux des ménages, soit en intégrant la performance énergétique, soit en la renforçant ou en l'élargissant à de nouveaux postes. Et sur à peu près 2/3 des ménages également, 3 mois après le passage des passeporteurs, on avait des suites qui avaient été données et des démarches engagées, soit pour poursuivre les études, pour obtenir des devis, voire même pour commencer les travaux. Donc, même si c'est des résultats qui sont à relativiser, puisqu'on était dans le cadre d'une expérimentation avec des ménages volontaires, ça reste des taux qui sont vraiment très engageants, très encourageants, qu'on ne voit pas du tout sur un certain nombre d'accompagnements habituels. Alors oui, un dernier point important à ne pas oublier, c'est vrai, c'est le sujet du prix et du coût. On a sondé les particuliers d'un côté et les passeporteurs de l'autre sur la valeur qu'ils associaient à cette prestation. Et du côté des passeporteurs, on retrouve de manière assez cohérente avec notre cahier des charges d'être autour d'une demi-journée de travail d'un expert, un coût qui est autour de 400 € TTC. Alors que du côté des propriétaires, malgré la très haute satisfaction qu'ils ont manifestée, on retrouve plutôt une capacité, une volonté de valoriser cette prestation seulement autour de 100 €. Et donc, bien que l'outil ait évolué depuis et que donc il soit probablement plus attractif pour les propriétaires et en même temps plus efficace pour les passeporteurs, on pourrait un petit peu réduire ce gap.
Mais en tout cas, l'équation financière reste pas tout à fait soluble. Et c'est pour ça qu'on pense en tout cas qu'il est absolument indispensable de renforcer les aides auprès des particuliers à la planification, notamment du côté de l'État, et que potentiellement le faire avec ce type d'outils plutôt qu'avec des audits qui sont plus chers et donc poussent à donner plus de subventions pourrait faciliter et rendre plus efficiente l'action publique. Et donc, deux autres petits résultats rapides. Tout à l'heure, Jean-Noël vous parlait d'une étude menée à l'échelle européenne. Donc, on a mené avec The Shift Project et un institut qui s'appelle Building Performance Institute Europe, qui est un think tank européen sur la question du bâtiment performant. On a regardé, donc à la demande de la Commission européenne, qui demande expressément aux États membres d'avoir des stratégies de rénovation à long terme pour la décarbonation du parc, qui envisage des rénovations lourdes par étape et qui utilise les passeports de rénovation pour les déclencher. Et donc, en tout cas, ce qu'il en ressortait de cette étude, c'est que les résultats pouvaient être très positifs. Là, les résultats qui sont listés dans les bullet points, c'est des résultats qui correspondent qu'au surplus que nous permet au gain supplémentaire que permet de gagner la mise en œuvre des passeports par rapport à une trajectoire de rénovation business as usual. Évidemment, pour que ça se soit efficace, il faut que les passeports s'inscrivent dans un contexte de réglementation et d'incitation et de communication de la part des États membres qui soient coordonnés et qui soient cohérents avec ce qu'on va proposer derrière sur la mise en œuvre, sur l'ingénierie, etc. Voilà. Et enfin, un dernier résultat, avant de laisser la parole, c'est sur le sujet du DPE. Donc, il y a une réforme du DPE qui est en cours. Et dans ce cadre-là, on a fait une petite expérimentation, cette fois-ci en lien avec les diagnostiqueurs, une douzaine de diagnostiqueurs de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la CDI FNAIM. D'ailleurs, je les salue si jamais ils sont ici. Et le but, c'était de voir quelle partie, enfin déjà, est-ce qu'il était intéressant d'envisager d'intégrer des éléments du passeport au futur DPE, quels éléments il était possible d'intégrer, et puis est-ce que tout ça avait on va dire un surcoût en termes de temps à passer, d'une part, et une utilité d'autre part. Et donc, les diagnostiqueurs ont été assez unanimes sur le fait que ça devrait être intégré quasiment dans tous les diagnostics, enfin, dans tous les diagnostics de performance énergétique, pour permettre d'avoir des recommandations beaucoup plus efficientes que celles qui existent aujourd'hui, qui sont très lot par lot, déconnectées, voire parfois un peu infantilisantes. Là, proposer des trajectoires de travaux en vision globale serait à leur sens utile pour déclencher des rénovations plus efficaces et aussi, par exemple, pour faire réaliser à un acquéreur, puisque les DPE sont souvent réalisés dans le cadre des ventes, quel est un peu le prix réel de sa maison s'il voulait l'amener à un standard de performance qui est celui qu'on va être amené à côtoyer dans les années à venir. Voilà. Et donc, ce qui est assez positif, c'est que si on regarde les diapos suivantes, on voit que dans les maquettes du futur DPE que la DHUP a diffusé dans le cadre de la concertation sur cette rénovation du DPE, on se rapproche quand même pas mal de ce qui se fait aujourd'hui à travers le passeport, c'est-à-dire une approche en vision globale sur l'ensemble des lots de travaux qui intègre, on le voit dans la colonne du milieu, la vétusté, pour savoir quand est-ce qu'on va devoir déclencher les travaux. Et puis, ce qu'on voit sur la page suivante aussi, c'est cette fois-ci une appréhension globale, encore une fois, donc, voilà, où on regarde tout le logement et toutes les possibilités sur tous les lots de travaux, de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir prioriser les travaux entre les essentiels, les immédiats, et les travaux futurs au cas où on n'a pas le temps de tout faire d'un coup. Donc, tout ça, c'est assez positif pour nous et on espère que les services ministériels vont persévérer dans cette voie-là, voire même, si possible, aller vers l'intégration de certaines autres fonctionnalités un peu clés, comme les points de vigilance qu'on a vus plus tôt et qui permettront vraiment d'assister les diagnostiqueurs dans la conception de ces recommandations qui sont initialement pas leur spécialité, puis qui sont plutôt centrées sur les diagnostics. Voilà, je vais laisser la parole à Jacques Pestre, je pense, si on est arrivé au bout des diapos, qui va nous présenter quelques éléments de perspective pour tous ces beaux outils qu'on a créés. Oui, merci Rémi.
pour cette belle présentation. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que président du fonds de dotation Cercle Promodule, on a été très, très fiers de pouvoir participer à cette expérience, ce groupe de travail très bien mené par Franck Ovorka avec tous nos industriels du fonds de dotation pour élaborer un outil qui, je pense, va devenir indispensable dans le cadre de la massification. Si je fais le lien avec ce qu'a dit tout à l'heure Anne-Lise Deleron, moi je trouve personnellement que l'État fait son job en mettant à plat toutes les aides, en les rendant plus visibles, MaPrimeRénov' pour le plus grand nombre, a fait le job en mettant en place un puissant plan de relance, et que maintenant il reste simplement un gros problème à régler, qui est ce problème de la massification de la rénovation. Et pour ma part, je trouve que l'outil qu'on vient de vous présenter est une brique, ce n'est pas la seule bien sûr, mais ça fait partie des briques qu'on va pouvoir mettre en place pour aider à la productivité des chantiers et pour aider notamment à ne pas se tromper et à la partie la plus importante qui consiste à convaincre les gens de faire cette action, parce que c'est ça qui est presque le plus dur. Je ne sais pas si j'ai une diapo après ou non. Je ne sais pas si ça a été rajouté ou pas. Bon, en tout cas, et pourquoi c'est un outil qui est pour moi est un outil qui est réussi et important? D'abord parce que c'est un outil c'est une méthode qui a été développée par des gens de terrain et éprouvée, on l'a vu, par de nombreuses expériences sur le terrain. Qu'on va sortir, on a un guide de recommandations et des contenus techniques pour gérer les travaux et éviter les cotes performance qui sont un des problèmes de la rénovation. C'est un outil pour faciliter l'audit, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, et la prise de décision, pour moi ça c'est fondamental, et donc tracer une feuille de route de travaux, que la personne en question sache, soit par une rénovation globale, soit par une rénovation par étape, qu'elle puisse se rendre compte du travail qu'il y a à faire et du chiffrage du coup que cela peut faire. Voilà. Puis donc, le fait que ce travail a été fait avec un groupe d'acteurs, d'industriels, de partenaires et des gens de territoire fait que on sait que maintenant que ce projet peut fonctionner. Alors, qu'est-ce qui va devenir ce projet, enfin, cet outil, c'est plus un projet maintenant. Ben, je dirais que ça permet pour moi de déboucher sur un outil qu'on va proposer au territoire. Je pense à des choses qui commencent à fonctionner aujourd'hui comme le PREP, comme OPER-EAE, comme des choses comme ça, et sur lequel on peut venir mettre cette brique, je dirais, ben, pour bien démarrer cet effort, cette réflexion sur la massification d'un quartier, par exemple. Et nous, au sein du fonds de dotation Cercle Promodule, en appui du CSF, donc, qui est le comité stratégique de la filière construction, et en appui du plan de relance, avec France Relance, comme l'a dit Anne-Lise tout à l'heure, ben, le fonds de dotation Cercle Promodule, dans le cadre de ces actions d'intérêt général, on va continuer à faire vivre cet outil, d'abord en le maintenant, mais surtout après en continuant à le développer, pour au fur et à mesure, ben, de nouveau le mettre en place, du coup de grandeur nature, sur le territoire. Et moi, je suis très fier, Franck Ovorka peut être très fier de ça, c'est que c'est un groupe de travail qui a bien fonctionné, qui donne un outil qui fonctionne et qui va surtout servir et qui ne va pas terminer dans un frigidaire ou dans un tiroir. Et c'est quand même pas toujours le cas, donc je suis assez fier d'avoir participé à ce travail. Donc je souhaite une longue vie à P2E, au service maintenant de la massification de la rénovation. Et je te repasse le relais à toi, Franck, en te remerciant encore pour ce beau travail. Alors, oui, merci beaucoup, Jacques. Je passe la parole à Anne-Lise Deleron. Oui, merci, merci de ce propos et de me donner l'occasion en quelques secondes de réagir à chaud à ce que je découvrais en même temps que les panélistes. Plusieurs éléments. Le premier, et je crois que c'est Rémi qui l'a dit dans la traduction de ces enseignements, c'est que évidemment, parmi l'ensemble des points qui caractérisent ce passeport P2E, moi je suis d'emblée frappée par le côté très pédagogique et très accessible de l'outil pour les béotiens que nous ne sommes pas, mais que sont la plupart de nos concitoyens. Et ça, vraiment, c'est l'esprit qui nous a animés dans la réforme du DPE. Je sais que la communauté qui a travaillé autour du passeport P2E a été très active dans son dialogue avec les services sur l'élaboration du DPE. Et vraiment, je souscris pleinement à ce qui a été dit et je vous remercie de l'avoir souligné. Je crois que c'est une très grande avancée
et que ce futur DPE soit plus pédagogique, plus accessible, plus lisible et qu'il porte en lui des caractéristiques que l'expérience P2E a montré comme des caractéristiques essentielles pour engager le passage à l'action. Ça, c'est un premier point que je veux soulever. Un second point, c'est qu'effectivement, il demeure des questions sûrement d'adéquation de cet outil avec l'ensemble du panorama des outils existants, que ce soit les outils d'auto-évaluation, les outils d'autodiagnostic, les outils réglementaires que sont le DPE et l'audit énergétique, et qu'il y a un moment, il faudra sans doute que l'on clarifie ce paysage ou qu'on donne les bonnes clés de lecture à nos concitoyens. Toujours est-il qu'en attendant, et c'est le sens des propos de Jacques Pestre, je comprends que l'expérimentation P2E va se poursuivre sous une autre forme, puisque c'est repris pleinement à son compte par le fonds de dotation Cercle Promodule INEF4, mais que cette expérimentation qui se continue, qui va sans doute se déployer sur d'autres territoires, et au-delà de Grand Est, qui va nous être présenté dans un instant, va nous permettre aussi d'affiner notre diagnostic, d'aller creuser peut-être quelques champs. Moi, dans les questions, et je pense que ça sera l'occasion aussi que je prenne le moment dédié avec les équipes pour travailler les enseignements, il y a des questions très intéressantes qui me viennent tout de suite, qui sont dans quelle mesure l'utilisation de cet outil a été décisif pour le passage à l'action. On a vu quelques chiffres, mais dans quelle mesure ça a été décisif pour améliorer et enrichir le projet initial du ménage, et comment cet outil-là s'insère dans un écosystème déjà existant qui est l'écosystème du réseau fer et des conseillers fer, dont vous savez que on a cette ambition de les faire grandir sur une brique d'accompagnement des ménages et donc de conseils sur le bon chemin et le bon parcours de rénovation à mener, que ce réseau fer, il est depuis quelques semaines maintenant coporté entre l'État et les collectivités territoriales et les régions au premier chef. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser pour voir si certaines collectivités sont intéressées à faire de cet outil un outil au service des conseillers fer de leur territoire. C'est des questions très ouvertes que je pose là. En tout cas, je crois que vous avez montré la valeur ajoutée qu'il y a à éclairer et accompagner nos concitoyens dans leur parcours de rénovation, que le momentum d'explication sur la base du diagnostic du logement est un moment important et qui sera sans doute un moment qui a vocation à se renforcer, soit dans une perspective d'obligation programmée de rénovation énergétique, mais aussi dans une perspective de vie du logement, avec des moments très structurants que peuvent être le moment de la transaction immobilière en achat, en acquisition ou en mise en location, où peut-être que des outils de ce type pourraient davantage éclairer nos concitoyens sur finalement le bon parcours de travaux à embarquer au moment d'une acquisition immobilière. Voilà des pistes de travail que je lance et de collaboration avec d'autres initiatives qui existent en ce moment dans la filière bâtiment et immobilier au service de la rénovation énergétique. Donc bravo à tous, bravo pour continuer cette expérimentation. Je pense qu'il faut à la fois engranger de nouveaux retours d'expérience, vérifier si ces futurs retours d'expérience sur d'autres typologies, enfin sur d'autres territoires, viennent consolider vos premières intuitions. Et du côté des pouvoirs publics, au moment opportun, vous savez notre disponibilité pour, en tout cas la mienne, pour échanger sur la manière de tirer le meilleur parti et les meilleurs enseignements de votre expérimentation. Donc bravo à l'équipe qui a mené le projet, bravo à tous les partenaires de l'avoir suivi et merci pour ces éclairages que vous fournissez dans un moment, comme je le disais en propos introductif, qui est vraiment important pour enclencher la massification de la rénovation de nos logements. Merci beaucoup Anne-Lise Deleron pour votre réaction et aussi votre réaction aux perspectives qui ont été données.
Je crois que vous deviez nous quitter pour d'autres engagements. Donc, évidemment, sentez-vous libre. Mais en tout cas, merci vivement pour ces retours. Bonne continuation à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Je propose donc à David Lewandowski de la région Grand Est de prendre la parole. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour partager voilà, les résultats de cette expérimentation sur le passeport efficacité énergétique. C'était vraiment un plaisir de travailler avec toute l'équipe et de pouvoir avoir la chance aussi de tester cet outil dans notre territoire. Alors, je suis là ce soir pour vous faire un petit retour des attentes et des pratiques du territoire et vous dire aussi ce qu'a pu nous apporter le passeport efficacité énergétique dans le cadre de cette expérimentation. Donc, le contexte alors du Grand Est, mais qui peut concerner potentiellement tous les territoires métropolitains, c'est aujourd'hui un parc de logements qui est relativement énergivore et qui, du coup, constitue des dépenses d'énergie très significatives pour les ménages. Ces dépenses d'énergie, elles sont chiffrées chez nous à peu près à 2,5 milliards d'euros par an. Ça constitue une charge très très lourde pour les ménages et à titre d'exemple, on peut noter que dans le Grand Est, on est malheureusement la première région de France en ce qui concerne les ménages touchés par la vulnérabilité énergétique. Donc on a 25% de la population du Grand Est touchée, qui est en situation de vulnérabilité énergétique, c'est-à-dire qui consacre environ 8% de ses revenus à ces charges d'énergie. Avec la hausse à venir du prix de l'énergie, la situation ne va que s'amplifier et créer notamment beaucoup de malaise auprès de la population. Donc, la région Grand Est s'est dotée d'un outil de planification qui s'appelle le SRADET. Le SRADET, ça veut dire donc schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. C'est un document de planification qui, du coup, nous permet d'afficher un certain nombre de priorités en matière notamment de développement durable et d'équité dans les territoires. Sur le secteur du logement et en matière d'énergie en général, déjà, le SRADET se fixe comme objectif de faire de la région Grand Est une région à énergie positive et à bas carbone. Pour pouvoir y parvenir, il est absolument essentiel qu'on traite la question de la rénovation énergétique du logement. Et c'est donc une des priorités majeures au sein de ce SRADET que de tout faire pour que la mobilisation soit la plus grande possible sur ce sujet. Dans la diapositive suivante, le SRADET et ses objectifs en matière de rénovation énergétique, ses dépenses d'énergie peuvent aussi donc être perçues comme une opportunité potentielle, celle finalement de convertir toutes ces dépenses d'énergie en une ressource pour les territoires. Une ressource sous forme de travaux, de chantiers qui sont non délocalisables, qui permettent à la fois de protéger durablement les ménages contre la hausse du prix de l'énergie, en leur permettant d'habiter dans un logement qui soit à la fois sain, économe en énergie et confortable. L'idée, c'est aussi d'agir pour toutes les situations du bâti, y compris la question du bâti ancien et la question du bâti aussi concernée par la question du patrimoine. Aujourd'hui, l'idée, c'est que pour 80 000 euros de chantier, on peut maintenir des emplois et donc mettre en œuvre le SRADET, c'est globalement très positif à la fois pour les acteurs économiques, mais aussi pour la population du Grand Est. Voilà. Dans la diapositive suivante, l'idée, c'était de vous montrer la situation à la fois relativement complexe, mais aussi toutes les opportunités et tous les leviers d'action dont dispose la région pour pouvoir justement participer à la mise en œuvre de ce SRADET dans l'idée de co-construire des solutions, trouver des solutions avec les acteurs des territoires et les collectivités. Tout d'abord, la région donc, se retrouve chef de file en matière de climat et d'énergie. Elle peut donc définir des stratégies, des orientations et essayer de rallier les acteurs de son territoire pour l'atteinte de ces objectifs. Le deuxième point, c'est que la région est aussi une structure qui apporte des financements sous forme de subventions, notamment pour les structures qui accompagnent les ménages, les espaces conseils faire,
et aujourd'hui dispose de moyens supplémentaires par le biais du programme SAR, donc, qui est un nouveau dispositif financier en partenariat donc, avec l'ADEME, l'État et des obligés, donc des certificats d'économie d'énergie, pour pouvoir assurer donc, le financement, le déploiement de services d'accompagnement à la population en matière de rénovation énergétique des logements. C'est aussi donc, un partenaire financeur, notamment des collectivités en milieu rural, pour piloter et mettre en place un certain nombre de programmes qui sont par ailleurs cofinancés par l'ANA, donc des programmes d'intérêt général ou des OPA, donc, qui visent à lutter contre la précarité énergétique et à donc rénover des logements. Et en jouant sur ces différentes casquettes, ces différents leviers, la région donc, a la possibilité de participer à la mise en œuvre et à la tenue des objectifs du SRADET. Dans la diapositive suivante, je voulais aussi vous dire que la région, finalement, dispose d'une grande expertise, y compris sur le plan technique, en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Au travers de nombreuses expérimentations qui ont démarré même avant la fusion des régions, on a aujourd'hui donc un savoir-faire qui est réel en matière d'accompagnement de la rénovation performante, que ce soit dans le logement social, dans les bâtiments donc, publics, les copropriétés ou la maison individuelle. On a, à titre expérimental, accompagné la rénovation de plus de 800 maisons individuelles, par exemple, au travers de différents dispositifs expérimentaux. On a également accompagné les territoires à la structuration de services en matière d'accompagnement des ménages sous forme de plateforme territoriale de la rénovation énergétique. Et enfin, on est très fiers aussi de pouvoir vous présenter ce soir la création donc, de la SEM Octave. Octave, c'est vraiment le fruit du meilleur de l'expertise de la région Grand Est et de ses partenaires pour pouvoir apporter une réponse technique dans le champ concurrentiel, dans le cadre d'un partenariat public-privé, pour pouvoir apporter donc, une solution qu'on appelle du tiers financement, pour pouvoir donc apporter des services à la population en matière de rénovation globale et performante. Cette offre privée s'inscrit donc en complément de l'offre des services publics que par ailleurs la région coordonne dans le cadre donc, des espaces conseils faire notamment. Voilà, donc ce qui a amené, donc, dans la diapositive suivante, ce qui a amené la région Grand Est à monter à bord de l'expérimentation P2E, c'est finalement sa volonté de rechercher un outil qui puisse correspondre aux attentes des ménages à un moment décisif, c'est-à-dire le plus en amont possible, pour pouvoir faire un effet levier sur la prise de décision. Et comme ça vous l'a été présenté auparavant, le passeport efficace énergétique regroupe différents ingrédients qui nous semble tout à fait nécessaire de présenter aux particuliers pour qu'ils puissent avoir un regard éclairé sur son projet de rénovation. L'idée, c'est au travers du passeport et en s'appuyant sur les services publics notamment, de pouvoir donner confiance aux particuliers, de le mettre en relation avec des professionnels et donc une offre de travaux, et puis de trouver aussi des solutions de financement qui pourront donc compléter les informations qui sont données dans le cadre du passeport efficacité énergétique. L'enjeu aussi pour nous de travailler sur le passeport efficacité énergétique, c'était de euh, finalement rechercher un outil qui puisse nous servir à fédérer les acteurs dans le sens où on pourrait fédérer les pratiques et les approches techniques en matière de conseil et d'accompagnement des ménages. Aujourd'hui, en fonction du dispositif auquel on veut émarger, il faut faire par exemple 25% d'économie d'énergie, 35%, 50% d'économie d'énergie. On a des opérateurs donc, qui interviennent sur les programmes de l'ANA, les espaces conseils faire et aussi des professionnels des audits qui du coup ont des pratiques relativement différentes, c'est-à-dire des approches techniques assez hétérogènes, que ce soit des DPE, des audits ou alors des calculs liés à un dispositif. L'idée, en travaillant sur le déploiement du passeport efficacité énergétique, c'est de jouer donc, sur les différents leviers d'action dont dispose la région pour pouvoir inciter les acteurs à travailler sur une même base technique et donc à délivrer des conseils qui sont comparables, que l'on fasse appel à un acteur du service public ou à un conseiller Octave. L'idée donc, c'est de faire converger les pratiques pour pouvoir accompagner les ménages avec un discours qui soit cohérent et gage de confiance. L'idée aussi, c'était de pouvoir travailler sur un outil qui ne soit pas concurrent avec les autres outils existants.
le passeport efficacité énergétique n'est pas un concurrent de l'audit énergétique et c'est une très bonne chose. L'idée, c'est de pouvoir aussi laisser les acteurs qui interviennent sur les audits pouvoir travailler librement, sachant que l'action réalisée par la région et ses partenaires sur le passeport efficace énergétique ne vient pas entrer en concurrence. L'objectif, c'était de trouver un outil qui soit un peu la pierre angulaire de la mise en œuvre de la stratégie régionale sur la question de l'évaluation énergétique des projets. Dans la diapositive suivante, je rappelle les ingrédients qui nous ont vraiment plu dans cette approche, à savoir l'approche de la thermique des bâtiments sous une forme très pédagogique et lisible pour le particulier, sans avoir des pages et des pages de calcul, avoir une indication claire sur l'ordonnancement des travaux, les coûts qui pouvaient donc être complétés par de l'ingénierie financière proposée par les services publics. Et c'est pour nous, je pense, la possibilité de mettre en œuvre ou de jouer vraiment un effet levier important sur la rénovation performante donc le passage à l'acte des ménages. Voilà. Et en conclusion de cette intervention, je voulais vous montrer un petit peu comment on symbolise notre stratégie en la matière dans le Grand Est, sous la forme d'une fusée donc ce que vous avez sous les yeux finalement, c'est la matérialisation de tout ce que je viens de vous expliquer. L'idée, c'est d'associer les acteurs publics dans différents niveaux de services d'accompagnement des particuliers, que ce soit des services de premier niveau relativement basiques, principalement des conseils téléphoniques, également des conseils personnalisés qui peuvent se faire sous forme de visite à domicile, avec l'utilisation d'un outil comme le passeport efficace énergétique pour avoir des approches qui satisfassent les attentes des particuliers sur le sujet, tout en pouvant articuler ces pratiques et ces discours avec les acteurs qui interviennent dans le champ concurrentiel. Et l'objectif étant finalement tous ensemble de pouvoir faire un effet levier maximum sur la prise de décision des ménages. Donc à titre d'exemple, je vous ai mis en bas quelques dates pour vous dire qu'on a réussi dans le Grand Est à aussi agir sur l'évolution des pratiques au sein des politiques habitat qui sont accompagnées par les programmes de l'ANA, notamment en testant l'intégration du passeport efficacité énergétique à l'intérieur du dispositif d'aide qui vise à cofinancer les opérations programmées dans les territoires. L'idée étant de faire intervenir l'opérateur dans un même registre technique, se basant sur le passeport efficace énergétique, pour conseiller les particuliers afin que ces opérateurs tiennent un discours commun avec celui des espaces conseils faire et des conseillers Octave notamment. Et donc l'objectif, c'est tous ensemble de pouvoir faire un effet levier. Bien évidemment, dans le cadre du programme SAR, la région Grand Est qui maintenant a la main pour animer et coordonner le réseau des espaces conseils faire. Ce processus d'harmonisation des pratiques, notamment dans le cadre de l'évaluation énergétique qui est faite en visite à domicile, une de nos priorités. Et depuis début d'année, l'annonce a été faite que l'ensemble du réseau travaillerait sur cette base technique. Voilà. Encore, ce que je voulais aussi dire pour conclure, c'est encore une fois, merci pour tout ce qui a été fait là, puisque c'est vraiment un travail qui nous a beaucoup aidé dans le Grand Est et qui nous a permis également d'avoir une approche complémentaire, notamment sur la rénovation par étapes. Et puis, j'espère du coup pouvoir continuer à expérimenter pour la suite des développements qui pourraient y avoir dans ce cadre-là. Merci. Merci beaucoup, David, pour cette présentation très intéressante et à la fois large et approfondie de tout ce que vous faites sur le sujet à la région. C'est vraiment une belle ouverture. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la table ronde des membres fondateurs. Donc, je pense qu'on va commencer par donner la parole à Chantal Degan, qui représente EDF au sein du conseil d'administration d'Expérience P2E et qui du coup était investi depuis très longtemps
dans ce travail, notamment à travers les travaux avec le Shift Project. Merci Rémi. Bonsoir à tous. Oui, EDF a été cofondateur de P2E. On s'est engagé auprès de grands acteurs industriels, du Shift, du Cercle Promodule, pour faire bouger les lignes dans le domaine de la rénovation. Et pour nous, l'association, ça a été un lieu privilégié pour dialoguer, travailler ensemble, construire et tester des idées sur le terrain. Alors, nous avons, côté EDF, particulièrement soutenu l'évaluation carbone des solutions proposées. Ça nous semblait être aussi un pas important, et de le voir dans quelle mesure elles étaient en adéquation avec la stratégie nationale bas carbone. Alors, vous allez me dire, et maintenant, qu'est-ce que va faire EDF si l'association s'arrête? Eh bien, on continue à s'engager et à s'investir dans des modèles un peu différents, disruptifs, pour essayer d'accélérer cette rénovation qui est essentielle pour le pays, pour tout le monde, à la fois les ménages qui habitent, le changement climatique. Alors, on y contribue de plusieurs façons. D'abord avec PREP, on va continuer à travailler avec PREP, avec Jacques Pestre, avec Jean-Luc Buchou. On travaille aussi à l'élaboration d'un modèle de type contractant général pour le propriétaire d'une maison individuelle, qui, avec des engagements de moyens, notamment sur des résultats sauts de classe DPE et autres. Et alors après, ce sont des bâtiments qui ne nous concernent pas complètement avec P2E, mais on travaille aussi sur des modèles de type CPE, contrat de performance énergétique, pour des bâtiments collectifs et des chaufferies collectives avec des engagements de résultats. Donc EDF continue à s'engager dans le domaine de la rénovation. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Donc c'est un point de vue, merci, qui était avec une belle vision stratégique à l'échelle nationale, et puis voilà, un accent sur les sujets de décarbonation. Je pense qu'on a aussi on a pas mal d'acteurs qui ont une vision à l'échelle nationale qui peut être assez intéressante, avec des focus un peu différents. Je propose de passer la parole à Olivier Servant, côté Saint-Gobain-Isover. Bien, merci. Bonjour à tous. Merci Rémi. Merci à tous pour la présentation. Alors, comme vous le savez, le groupe Saint-Gobain est un acteur qui est très engagé en faveur de l'amélioration des qualités d'usage et des performances des logements. Et à ce titre, donc, nous sommes un groupe qui fait partie des partisans de la première ligne des partisans de la massification de la rénovation énergétique à la fois globale et performante. Et donc, l'atteinte de ces objectifs, pour atteindre ces objectifs, nous avons bien conscience que l'atteinte de cet objectif prend diverses formes, et nous pensons de longue date que la massification passe en premier lieu par le déploiement de démarches d'accompagnement des ménages au sein de parcours des rénovations adaptés. Et donc, c'est bien dans ce cadre-là que nous avons souhaité, au moment de la création d'Expérience P2E, et même antérieurement à cette création, prendre ce pari de cette expérimentation pour donc expérimenter l'adaptation de cette démarche, à la fois sur le plan technique, sur l'adaptation aux attentes et aux possibilités des ménages, mais aussi sur la capacité à déployer une démarche à un coût admissible pour permettre une massification. Et donc, autant vous dire qu'au moment où on a engagé ce travail-là, c'était un pari, parce qu'en 2014-2015, on n'était pas dans une période d'alignement politique favorable au niveau national pour massifier la rénovation énergétique des logements et pour ce type de démarche. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que 5 ans après le lancement de cette expérimentation, les présentations qui ont été rondement menées aujourd'hui, à la fois de bilan de cette expérimentation, mais aussi des suites envisagées aussi bien dans des sphères privées que dans des sphères publiques, qui sont particulièrement importantes et intéressantes. Aujourd'hui, nous sommes ravis que l'expérimentation permette de valider la capacité à mettre en œuvre des parcours de rénovation, certes ambitieux, mais cohérents et adaptés au cas par cas, pour un coût admissible, comme le présentait tout à l'heure Rémi. Et donc, à ce titre-là, l'expérimentation, à mon sens, est un réel succès. Et tous les contributeurs à cette expérimentation y ont pleinement travaillé au fil de ces 5 années. Je tiens à remercier personnellement toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied durant ces années. Et c'est grâce au travail de ces équipes et à l'implication de chacun que l'expérimentation a été une réussite. Maintenant, donc, la richesse de ces enseignements que nous avons donc, présentés aujourd'hui
permet donc d'inspirer de nombreuses suites, notamment via la région Grand Est, notamment via le PREP et l'initiative du Cercle Promodule INEF4. Du côté du groupe Saint-Gobain, nous sommes particulièrement ravis du travail qui a été mené et nous continuons à nous engager au quotidien auprès des différents porteurs de projets, quels qu'ils soient privés ou publics, pour contribuer aux suites qui seront données et faire en sorte que l'on arrive enfin à se rapprocher du Graal de la massification de la rénovation énergétique qui est performante dans le but justement de pouvoir tenir la ligne de la stratégie bas carbone et de nos engagements nationaux. Donc vous pouvez continuer à compter sur le groupe Saint-Gobain pour s'engager. Et encore une fois, merci à l'ensemble des intervenants d'une part et merci à toute l'équipe d'Expérience P2E. Merci beaucoup Olivier pour ce retour super positif. C'est vrai que ça fait, même je le dis à titre personnel, d'avoir beaucoup travaillé un peu dans le guidon sur le développement des outils et tout ça, c'est vraiment appréciable de voir qu'il y a des pilotes dans l'avion, des visions comme ça un peu plus larges. Je pense qu'on peut aussi passer la parole à Christian pour nous donner encore une vision un peu différente, mais oui, bonsoir à tous. En fait, Schneider Electric est engagé dans la décarbonation de notre société et le logement, comme vous le savez, c'est un axe très très important. Donc nous avons participé à Expérience P2E et aux travaux préliminaires au sein du Shift. Et vous connaissez tous la distribution électrique, c'est l'un des cœurs de métier de Schneider Electric, mais ce que nous avons souhaité apporter dans ce groupe de travail, c'est d'assurer la performance finalement des logements et des logements rénovés tout au long de leur utilisation, et cela dès la première action sur ce logement. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique active, qui va permettre de réaliser des économies et finalement d'amplifier la performance d'un point de vue énergétique et économique. Et là, je tiens à saluer le groupe de travail pour avoir accueilli favorablement de nouvelles idées qu'on a pu développer ensemble et mettre en pratique dans l'ensemble des combinaisons. On a un objectif commun, c'est d'améliorer la performance de l'ensemble des logements. L'expérience P2E, c'est d'abord les maisons individuelles. Et ça a été vraiment un très très grand plaisir de travailler avec l'ensemble du groupe de travail, participer à tous ces travaux et expérimentations. Et je terminerai là mon intervention. Merci beaucoup, Christian. Je vais donner la parole maintenant à Jean-Noël, qui était le secrétaire d'Expérience P2E et puis qui est là depuis le tout début aussi de l'expérience à travers le Shift Project. Merci beaucoup, Rémi. Donc, je vais m'exprimer ici au titre du Shift Project. Et donc, je vais également exprimer des choses sur des politiques publiques sur lesquelles l'expérience P2E ne s'est pas forcément exprimée, ce n'était pas sa vocation, mais qui font, dans le cadre desquelles, disons, expérience P2E et le passeport font sens, en tout cas pour le Shift. Alors, avant ça, ça fait maintenant depuis le tout début de mon arrivée au Shift Project, donc depuis un peu plus de 7 ans, que le projet du passeport et les sujets de rénovation énergétique me tiennent à cœur et m'occupent une partie de mon temps. Et ça a toujours été un grand plaisir et c'est aujourd'hui une fierté d'avoir contribué à ce projet-là et d'avoir contribué à toutes les influences et les utilités qu'il a pu avoir, que ce soit sur le terrain ou dans des réformes et diverses politiques publiques décidées collectivement ou au niveau ministériel. Et puis, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toute l'équipe qui s'est en partie renouvelée depuis tout ce temps-là, mais dont beaucoup sont là depuis très longtemps. Et c'est aussi par ce collectif qu'on a réussi à avancer comme ça. La place du passeport dans les politiques publiques. Pour le Shift, la rénovation énergétique, c'est l'un des grands défis
climatique est donc l'un des enjeux majeurs de notre siècle, pas seulement en France, mais dans la plupart des pays qui ressemblent à la France. Et donc, ce n'est pas seulement un sujet de professionnels du bâtiment, mais c'est un sujet qui est encore beaucoup plus large que ça. C'est un sujet particulier dans la transition énergétique pour lequel la qualité de l'offre, l'accompagnement, le rôle des normes est particulièrement structurant parce qu'il n'existe pas, en tout cas pas autant que dans d'autres domaines, une véritable demande intrinsèque de ceux dont on espère qu'ils demanderont de la rénovation énergétique. En l'occurrence, ici, maisons individuelles, les ménages. C'est pourquoi, pour le Shift en tout cas, l'offre doit être adossée à des normes, des signaux réglementaires pour susciter la demande. Demande que dans la plupart des cas, et particulièrement pour les ménages les plus précaires, il va falloir aider à être solvable. Donc, c'est à notre avis au Shift qu'adviendront les plus puissants des bénéfices de la rénovation énergétique, que ce soit en des termes économiques, d'emploi, sociaux, climatiques, même géopolitiques, réduire la dépendance à des importations d'hydrocarbures par exemple, de santé, avec notamment la qualité de l'air ou tout simplement le confort dans le logement, etc. Donc, pour le Shift, il y a 4 points majeurs qui doivent guider notre action. Et c'est à l'un de ces points que participe fortement le passeport. Tout d'abord, et là c'est un peu brutal, mais en tout cas pour le Shift, il y a un horizon qui est incontournable pour réussir la rénovation énergétique des logements en France, c'est l'obligation de rénovation qui peut par exemple passer par l'interdiction de toute nouvelle mise en location d'un bien d'étiquette F ou G du DPE. Alors pour le Shift, c'est crucial qu'il s'agisse de l'étiquette DPE F ou G à la fois en énergie et en gaz à effet de serre. Et cette interdiction, il faut évidemment qu'elle soit mise en œuvre de manière progressive, phasée dans le temps, etc. Mais voilà, il y a la notion, le signal réglementaire, la norme qui accompagne la structuration de la demande qui est extrêmement important. Premier point. Deuxième point, c'est la mise en place d'un grand service de la rénovation énergétique. On peut parler des guichets uniques en charge de la sensibilisation, de la mobilisation des acteurs, de garantir un service de qualité qui soit rendu à la population, étant entendu que ce service n'est pas forcément, peut être opéré par des acteurs locaux. L'important, c'est la définition des missions et le financement du service. Troisième point très important, qui est fortement lié au deuxième sur le service de la rénovation thermique, énergétique, c'est garantir un accompagnement effectif des ménages, particulièrement les plus modestes, partout sur le territoire. Ça veut dire renforcer l'accompagnement, le ménage global, juridique, technique, administratif, si nécessaire social, avant, pendant et après les travaux. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit le passeport efficacité énergétique, à la fois à l'idée du service de la rénovation et l'idée de l'accompagnement des ménages qui est extrêmement important. On le sait, pour le déclenchement de l'envie de rénover, le déclenchement de la décision de rénovation, pour s'assurer que la performance est au rendez-vous, que les choses sont faites dans le bon ordre, en tenant compte de tous les points de vigilance sur la rénovation par étape et des points de vigilance sur le carbone. Donc voilà, le passeport, il s'inscrit vraiment là-dedans. Et enfin, évidemment, et il y a aussi un lien avec le passeport, c'est, quatrième point extrêmement important qui doit guider l'action publique, mais l'action de tous, c'est l'investissement massif qui est nécessaire dans la rénovation énergétique des logements, que ce soit de l'investissement public ou de l'investissement des ménages ou des bailleurs. Et là aussi, il y a un sujet passeport, puisque le financement de l'accompagnement des ménages, et donc notamment des dispositifs de passeport, va être nécessaire. Et ce financement ne va pas être assuré en majeure partie simplement par les ménages, en tout cas pas dans la plupart des cas. Et donc, il va falloir du financement public, quelle que soit in fine sa forme, si c'est du type prime rénov, si c'est du type 2E, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette quatrième notion d'investissement massif qui est aussi très importante. Voilà, c'était pour rappeler le cadre dans lequel s'inscrit, du point de vue du Shift, le passeport. Pour relier ça à nos travaux par ailleurs, et pour dire enfin qu'on sera évidemment au rendez-vous
dans la suite des affaires du passeport et on va travailler de près avec le cercle Promodule INEF4 à qui je passe la parole tout de suite. Merci Jean-Noël et donc merci à tous aussi pour votre écoute et votre attention. Passer le dernier n'est pas simple parce que je ne vais pas redire tout ce que tout le monde a déjà dit, si ce n'est les remerciements évidemment pour tout ce travail, pour ce temps qu'on a passé ensemble. Remerciements aussi que je voudrais adresser à nos soutiens au niveau du soutien du Cercle Promodule qui nous ont aidés à financer cette expérimentation, qui nous ont aussi permis d'y consacrer du temps, beaucoup de temps et de ressources. Donc, merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus. Si je remets très brièvement quelques éléments clés, pourquoi le Cercle Promodule dans cette histoire? Alors, le Cercle Promodule, en fait, on a 25 ans d'existence. Ceux qui nous connaissent depuis longtemps nous appellent Promodule. Retenez Promodule, c'est un mot qui circule souvent entre nous, mais effectivement, Cercle Promodule INEF4, c'est un peu long. Mais ce qui nous a toujours motivés, dans les mots-clés que j'ai entendus tout à l'heure, ça a été la pédagogie, l'adaptation avec le panorama existant, l'aide à la compréhension des phénomènes importants et la rénovation énergétique est un sujet qui nous préoccupe depuis 2006. Qui nous préoccupe avec des outils qu'on a mis à disposition du public de manière large, avec des approches. On a travaillé longtemps avec des organismes de formation sur la création de l'expert conseil en rénovation énergétique parce que nous étions convaincus qu'il fallait travailler aussi à cette échelle. On était là dans les années 2010. Et puis, lorsque, en 2014, la Nouvelle-France industrielle a rejoint le Cercle Promodule, la notion du passeport est arrivée et on a voulu effectivement participer très fortement à cette approche parce qu'on y retrouvait ce qui fait notre force, le mode collaboratif, une vision transverse qui était importante et surtout, ce qui est notre essence, l'intérêt général. Et dans la logique de notre volonté, de nos actions, il s'agit, c'est bien de pouvoir se positionner dans une logique de travailler sur un outil. On a dit outil tout à l'heure, on l'a dit plusieurs fois. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Pour nous, le mot outil ne désignait pas seulement un outil numérique ou un logiciel, pour faire simple, mais bien une méthode, une méthodologie, un process. Parce que des outils numériques, on en a fait pas mal, nous, à Promodule, mais on était aussi convaincus que la méthode et la méthodologie étaient des éléments majeurs ou clés pour aider à la massification ou pour aider au passage à l'acte. Donc, tous ces éléments et ces ingrédients, on les a vécus au sein de cette expérimentation. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, hein, vous avez eu tous les éléments clés. Juste par rapport à la suite, vous avez plusieurs fois entendu effectivement qu'on allait reprendre un peu la base de ce travail pour essayer de le magnifier, de l'amplifier. On va le reprendre effectivement en lien avec le France Relance, avec la volonté de massifier, mais avec une volonté aussi de pouvoir non pas choisir une ou deux initiatives locales qui peuvent fonctionner, mais de permettre à toutes les initiatives de s'assembler ou de se rassembler. Pour réussir quoi? Pour réussir, grâce à une méthode collaborative de travail, grâce à une approche, de réussir à massifier, industrialiser et décarboner à tous les étages de la rénovation. Et on a la conviction profonde que ça passera par de l'innovation, qu'on doit changer certainement à un moment donné le modèle traditionnel de fonctionnement des travaux et des approches de travaux, y compris dans la rénovation énergétique, pour être capable d'innover dans les process, dans les méthodes, dans les outils, également dans le financement pour aider à cette massification. Donc, c'est en quelques mots ce qu'on pouvait dire sur pourquoi nous étions dans cette expérimentation et surtout pourquoi, comme l'a rappelé notre président Jacques Pestre précédemment, nous allons poursuivre cette expérimentation à travers la logique des parcours rénovation énergétique performants ou appelés PREP, vous avez entendu l'acronyme tout à l'heure, pour essayer de pouvoir fournir cette fois-ci encore des outils, des méthodologies qui aideraient à massifier de manière globale et transverse, en se basant sur les actifs d'expérience P2E. Voilà. Merci encore pour tout ce travail qu'on a pu faire ensemble. Merci Jean-Luc pour ton intervention. Du coup, je pense que maintenant, on va proposer les questions de la salle et peut-être Jean-Luc ne part pas forcément parce que
pour finir sur la présentation là, que tu viens de nous faire, nous parler un petit peu de la suite, il y a quelques questions qui sont posées dans le chat sur est-ce que l'outil est disponible. Alors, d'un côté, il y a pour les particuliers en auto-évaluation. Donc ça, je peux tout de suite vous répondre que non. L'outil P2E, il est plutôt orienté pour les experts aujourd'hui, qui il leur permet d'être un bon support pour une expertise en vision globale. Après, il n'est pas exclu qu'un jour soient développées des versions en auto-évaluation, mais en tout cas, aujourd'hui, on pense que ce n'est vraiment pas la voie prioritaire à suivre et que l'expertise est vraiment nécessaire. Et après, il y a aussi, Jean-Luc, des experts qui nous demandent sur le chat si l'outil est disponible ou sera disponible bientôt pour eux. Et donc, dans l'état actuel des choses, l'expérience P2E mettant fin à ses activités, il ne sera plus disponible, et il l'était jusqu'à maintenant pour les professionnels participant à l'expérimentation. Mais est-ce que tu sais déjà un petit peu nous dire comment vous pensez travailler par la suite et si vous pensez le mettre à disposition, dans quel délai d'experts qui pourraient être intéressés pour travailler dessus? Bonne question, Rémi. Alors, dans un sport que j'ai pratiqué il y a longtemps et qui m'est cher, je dirais que je vais dégager en touche. Je vais essayer de dégager en touche assez loin. Alors, il sera disponible, pour rassurer par rapport aux propos que j'ai tenus tout à l'heure, bien sûr que tous les acteurs vont être intégrés dans la réflexion et dans la suite. Donc, il n'y a pas de souci pour dire vous n'aurez pas d'accès. Par contre, sous quelle forme, sous quel format, de quelle manière on va l'intégrer dans une vision encore plus grande et plus large, il faut encore nous laisser quelques semaines. Donc, c'est pour ça que je dégage en touche, mais pas trop loin non plus. D'ici quelques semaines, on sera en mesure de refaire sans doute un événement comme on vient de le faire aujourd'hui, sur lequel on viendra vous présenter cette fois-ci des éléments de la suite plus probantes. On est encore en train de travailler sur des choses, en train de déposer encore des dossiers d'innovation. Donc, voilà, laissez-nous quelques semaines, 2 mois, 2-3 mois, on devrait pouvoir être en mesure de refaire un petit événement de ce type, et cette fois-ci d'être beaucoup plus précis sur la façon d'utiliser les outils et de les intégrer et d'intégrer les utilisateurs. Et du coup, en complément là-dessus, pour les experts qui pourraient être intéressés sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter à travers notamment l'adresse de contact Expérience P2E, qui redirige vers mon adresse à moi. Et puis, on verra ce qu'on peut envisager à très court terme. Et puis, ça permettra aussi de se mettre en lien avec le cercle ProModule à plus long terme. On pourra vous garder dans les boucles. De toute façon, juste Rémi, pour poursuivre sur ce sujet, on aura aussi besoin, dans les étapes suivantes, compris localement pour tenter de nouveaux modèles d'expérimentation, d'acteurs ou d'utilisateurs qui sont prêts à s'engager. Donc, on aura besoin de bras. Donc, voilà, n'hésitez pas, comme l'a dit Rémi, à vous faire connaître. Alors, j'ai une deuxième question. Alors, c'est peut-être un peu étrange, je ne vais pas me poser la question à moi-même, mais il y a pas mal de gens qui nous parlent notamment du confort d'été, qui est évidemment une problématique qu'on a identifiée et à laquelle les rénovations d'existants doivent permettre de répondre en partie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui figure dans l'application directement. Mais par contre, typiquement, la case commentaire qu'on a prévue et qui doit être de manière assez systématique remplie, elle sert typiquement à ça, et notamment à adapter des projets de rénovation. Si l'application ne donne que des résistances thermiques, par exemple, pour les isolants, derrière, ça va être au passeporteur de préciser dans ses préconisations à travers ses commentaires, par exemple, des choix de matériaux vers lesquels il va falloir s'orienter pour aller travailler sur l'inertie, par exemple, ou des choses comme ça. Et idem aussi sur les cas particuliers de bâtis anciens, où il peut y avoir, par exemple, des problématiques de migration de vapeur dans les parois, etc. Vraiment, ces questions-là, elles sont difficiles à intégrer de manière simplifiée dans un outil.
qui veut répondre à la maison individuelle. Et donc, elle se base beaucoup sur l'expertise. Et c'est voilà, par les commentaires, par ce biais-là qu'elles doivent être prises en compte au sein du passeport. J'ai vu qu'il y avait aussi quelques autres questions d'experts sur les sujets, alors notamment de retour des particuliers qu'on avait eu dans le cadre de l'expérimentation. Donc là aussi, en plus, c'est des gens que, pour un certain nombre, j'ai déjà croisés. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse aller fouiller un petit peu dans les archives de P2E de manière un peu plus détaillée et apporter autant de réponses que possible. Est-ce que, Jean-Noël, toi, tu avais identifié des questions spécifiques? Oui, il y a par exemple une question sur le rôle des architectes versus les bureaux d'études versus les diagnostiqueurs. Alors, c'est une bonne question. Sur le rôle des architectes versus les bureaux d'études, il n'y a pas vraiment de versus, en fait, dans le sens où on pense que c'est deux professions qui ont la capacité de répondre, d'avoir une vision globale de la thermique, du comportement thermique, voire même plus large, avec des considérations esthétiques, pratiques, etc. du bâtiment. Et donc, pour nous, c'est deux profils qui sont adaptés pour pratiquer le passeport. Sur les diagnostiqueurs, le positionnement il est un petit peu différent dans le sens où on a une grande diversité de profils chez les diagnostiqueurs. Je pense notamment à tous ceux que j'ai côtoyés à travers l'expérimentation avec la FNAIM, que je relatais tout à l'heure. On a un certain nombre de diagnostiqueurs expérimentés qui étaient présents et qui sont tout à fait capables de faire des recommandations assez qualitatives pour être utilisé par le passeport. Après, je pense que le passeport peut être plutôt un bon outil en support intégré dans les diagnostics, dans les outils de diagnostic de performance énergétique. Mais c'est un positionnement qui est légèrement différent que celui de faire un passeport qui peut derrière être enchaîné sur une prestation de maîtrise d'œuvre typiquement, qui est plutôt l'apanage des architectes ou des bureaux d'études. Et ça, d'ailleurs, j'en profite pour répondre à une autre question que j'ai vu passer. Effectivement, ce n'est pas systématique, mais le passeport peut être suivi d'une prestation complète de maîtrise d'œuvre pour s'assurer d'une planification ambitieuse des travaux et d'une mise en œuvre qualitative. Et c'est d'ailleurs un de ses buts en fait à ce passeport, c'est de déclencher l'envie et la confiance et l'envie d'un accompagnement plus poussé pour les ménages, qui à la fois ait un effet positif pour tous au niveau du parc global de logement, mais qui aussi s'avère rentable pour les ménages quand ils souscrivent à ce genre de prestations. Je me permets de faire passer d'autres questions. Oui, c'était est-ce que le passeport prend en compte les derniers résultats de l'étude ADEME d'Oremi Enertech sur la rénovation par étape, rénovation performante par étape? Alors effectivement, j'allais dire aussi, j'ai vu passer plusieurs questions là-dessus. Malheureusement, cette étude, elle est sortie un petit peu tardivement, puisque ça doit faire 2 semaines qu'elle est sortie, pour qu'on puisse vraiment en intégrer les résultats à l'expérimentation. Malheureusement, on aurait bien aimé l'avoir plus tôt, et puis on n'aurait peut-être pas eu besoin de développer nous-mêmes un certain nombre de choses si c'était arrivé plus tôt. Je pense qu'il faut peut-être repréciser quelque chose que je n'ai pas fait assez consciencieusement vu le timing, mais c'est qu'il faut bien différencier ce qu'il y a entre ce qu'on appelle habituellement rénovation par geste, donc qui vont être des gestes vraiment disjoints, qui vont être faits sans articulation entre eux, sans vision globale sur le logement. C'est ce qui se fait notamment à travers tous les dispositifs de C2E, notamment à 1 euro, etc. Donc, les combles à 1 euro, etc. Les rénovations par étapes, qui sont des regroupements de gestes et du plus grand nombre possible de gestes dans le cas du P2E, hein, c'est vraiment un des buts, c'est de relever les ambitions en regroupant autant de gestes de rénovation possible de manière techniquement cohérente et s'il y en a besoin,
en disjoignant quelques gestes de manière, encore une fois, techniquement cohérente. Donc, par rapport à l'étude, pour être un petit peu plus précis, par rapport à l'étude d'Aurémy Adem, pour ceux qui l'ont lu, on va plus se positionner avec l'outil P2E sur des rénovations qui ont été qualifiées dans l'étude de quasi complètes ou de semi-globales, qui vont se faire sur 2 étapes, éventuellement 3, et qui sont celles qui permettent d'atteindre le niveau BBC ou d'atteindre un niveau BBC très légèrement dégradé. On n'est pas du tout sur les rénovations en 6 étapes qui n'ont pas de sens, enfin, qui sont finalement des rénovations par geste disjoint et pas vraiment des rénovations par étapes. On ne peut pas vraiment parler d'étapes. Mais en tout cas, on est aussi, c'est ce que je reprécisais au début, on est aussi tout à fait convaincu que les rénovations globales en une seule fois sont les plus efficaces et sont à privilégier. Donc l'outil sert à pousser vers ça, mais aussi à répondre à une réalité de terrain qui n'est pas malheureusement pas encore celle-là. Une autre question qui est apparue, c'était l'éligibilité des travaux préconisés dans la feuille de route à des aides publiques et ou allègements fiscaux est-elle indiquée? Il y a d'autres questions qui sont sur le lien entre les recommandations du passeport, la feuille de route, et les aides disponibles ou l'accompagnement financier. Ouais, effectivement, il y a vrai qu'il y avait pas mal de questions sur les aides. Alors, sur le sujet des aides, alors premièrement, sur le sujet du chiffrage des travaux aussi, parce qu'il y en a qui sont passés des questions là-dessus, il y a effectivement un chiffrage des travaux qui est permis par l'outil. Donc, les 2 phases de travaux qu'on propose sont chacune chiffrées par une fourchette des montants d'investissement nécessaires. Mais en fait, on s'est arrêté là dans l'approche des problématiques financières parce que vraiment le cœur de l'expérimentation P2E, il était sur les recommandations de travaux et le déclenchement et leur contribution au déclenchement de rénovation performante. Il faut savoir que le sujet des aides, il est assez complexe dans le sens où les aides sont mouvantes dans le temps. On doit être en 2020, on a dû avoir 4 barèmes différents pour MaPrimeRénov', ou alors on est au 4e maintenant depuis moins d'1 an. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué à suivre. Nous, on n'est pas une structure commerciale, on a des petits moyens plutôt expérimentaux. Et puis, elles sont aussi mouvantes dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des aides locales qui sont pas les mêmes partout. Donc, voilà, c'était un sujet assez compliqué à gérer. Et après, ensuite, quand on commence à rentrer là-dedans, c'est souvent pour les mettre en regard d'une somme investissement, aide et économie d'énergie. Et voilà, ce n'était pas le but de l'outil qui n'a pas forcément la précision nécessaire, qui ne fait pas les calculs qui permettent d'estimer précisément des économies d'énergie. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de cas où les experts font de toute façon des calculs de coin de table avec des règles 3 sur ces sujets d'économie d'énergie, parce que même dans les prestations où il y a du calcul, en général, on est sur des logiques conventionnelles qui ne reflètent pas vraiment le mode de vie du ménage et ne permettent pas d'avoir une vraie estimation des économies d'énergie ou des dépenses ou des économies d'énergie. Voilà, donc, et dernier point, est-ce que c'est articulé avec… Donc, les aides ne sont pas calculées dans l'outil. Par contre, effectivement, les niveaux de performance qui sont préconisés par le passeport sont compatibles avec les aides, évidemment. Le plus bas niveau proposé par le passeport, c'est celui du CITE. D'ailleurs, maintenant, les niveaux ont globalement convergé. Mais en tout cas, oui, tous les niveaux de performance des différents composants étant assez ambitieux, on est toujours compatible, éligible avec les aides, les différentes aides nationales. Une question également qui va peut-être s'adresser à David Lewandowski. David, si tu veux bien, c'est une question sur le SAR et l'interaction avec le passeport. Oui, bien sûr. Donc, j'ai repéré tout à l'heure la question, c'était est-ce qu'on peut utiliser donc, le passeport efficacité énergétique dans le cadre du programme SAR au titre de l'acte A3 qui concerne les audits énergétiques, c'est ça? Il y avait cette question-là, et il y a une autre question qui était quelle articulation de l'outil prévu avec les ECF, notamment dans le cadre du SAR? Très bien. Donc, le guide des actes métiers qui a été édité par l'ADEME pour donc, bien encadrer la réalisation des actes sur le terrain, donc, à mon avis, ne permet pas l'utilisation du passeport efficacité énergétique sur
au titre de l'acte A3, mais bon, ça serait peut-être à vérifier auprès de l'ADEME. En tout cas, nous, côté Grand Est, le souhait, c'est de pouvoir en fait harmoniser les pratiques au niveau des espaces conseils faire au moment de la visite à domicile chez le particulier dans le cadre de l'acte qui s'appelle l'acte A4 pour pouvoir avoir en fait une continuité du conseil entre ce qui pourrait être annoncé par les services publics d'une part, et d'autre part par notamment une éventuelle rencontre plus tard avec les conseillers, notamment les conseillers Octave. Donc l'idée, c'est en fait d'avoir des acteurs publics qui parlent à peu près le même langage, le même dialecte que les acteurs privés du territoire, pour que le particulier puisse s'y retrouver dans les conseils qui lui sont délivrés. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'agir sur l'harmonisation des pratiques des espaces conseils faire, sur le processus d'évaluation énergétique de l'acte A4. Le dernier point qui concernait cette tentative d'injecter en fait le passeport efficacité énergétique dans les politiques de l'habitat, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est qu'à partir du moment où la région Grand Est apporte un financement au territoire pour soutenir des investissements, donc des aides aux travaux sur la rénovation énergétique de ménages éligibles aux aides de l'ANA, à ce moment-là, on propose au territoire et à son opérateur de passer par ce référentiel technique qui est le passeport efficacité énergétique et tous justement les documents qui sont annexés et tous les guides pour pouvoir justement approcher la rénovation énergétique de la même manière qu'elle pourrait être réalisée au sein d'un espace conseil faire ou par un conseiller Octave. Merci beaucoup, David. Il y avait des questions sur l'approche centrée sur l'utilisateur. Avez-vous développé le P2E avec une approche centrée sur l'utilisateur? Mais je crois qu'on y a déjà répondu, même si c'était un peu différent. Une question sur les éditeurs de logiciels DPE qui sont en plein travail pour leur nouveau logiciel. Serait-il possible de lire le XML du DPE dans le logiciel du P2E pour intégrer la prestation? Alors non, ça aujourd'hui, c'est pas du tout pour lequel on s'est axé. Notamment parce qu'on ne fait pas de calcul, donc on n'est pas du tout parti là-dessus. Par contre, ce qui serait bien, ce serait que les éditeurs de logiciels DPE intègrent un certain nombre des fonctionnalités qu'on a développées, qu'on a imaginées dans le cadre du P2E. Je pense notamment à ces sujets de d'utiliser des combinaisons de travaux pour faciliter le travail de planification, de conception de trajectoire de travaux BBC compatibles au diagnostiqueur, et aussi les idées de points de vigilance pour les aider dans ce travail-là. C'est plutôt dans l'autre sens. Il y avait la question de que proposez-vous au travers de l'initiative Passeport pour réduire le coût du diagnostic initial? Peut-être quelques éléments rapides là-dessus. Encore moi? Ouais. Du coup, ça, c'est vraiment, on va dire, c'est intrinsèque au passeport, c'est-à-dire à la façon dont on l'a conçu, c'est-à-dire qui est de limiter notamment le temps d'expertise, notamment en se passant des calculs. Après, aujourd'hui, depuis qu'on a lancé ce passeport, il y a des nouvelles méthodes qui ont émergé, qui sont notamment la simulation, qui sont développées, on va dire, qui sont la simulation typologique, qui permettent d'aller très vite sur la simulation et d'avoir de manière un peu détournée quand même un chiffrage des consommations énergétiques qui est acceptable pour toutes les exigences de calcul conventionnels qui sont parfois exigés par l'ANA ou d'autres financeurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui permettrait aussi de limiter le temps à passer et donc le prix. Après, il y a aussi un certain nombre d'autres choses qu'on estimait, qui étaient présentes dans l'audit, par exemple, et qu'on n'estimait pas nécessaires, voire qui pouvaient desservir en fait le déclenchement des travaux performants chez les ménages. C'est par exemple l'obligation de présenter plusieurs scénarios de travaux, dont un qui permet de sortir de l'état de passoire énergétique et un qui permet d'atteindre le niveau BBC. Et du coup, globalement, les retours qu'on a, c'est que les scénarios de travaux multiples poussent en général au choix le plus moyen, quoi, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Et je vois quelqu'un dit simulation typologique ESACO, c'est-à-dire d'estimer la performance d'un bâtiment et sa consommation
juste sur la base de son âge, et puisque du coup, l'année à laquelle il a été construite, globalement, nous donne pas mal d'informations sur les matériaux dont il est constitué et par extension sur sa performance. Mais comme on le voit, c'est assez limité, enfin, c'est pas suffisant pour en faire une vraie simulation. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait encore quelques questions auxquelles on n'a pas forcément répondu, mais l'heure tourne et on a déjà une petite minute de retard, ce qui n'est pas énorme, mais que nous ne souhaitons pas forcément prolonger. C'est aussi l'heure du repas pour beaucoup d'entre nous. Et donc, je vais proposer peut-être une conclusion à notre président Franco Vorka. Écoutez, vous l'avez compris, l'expérimentation, et cette association portait bien son nom, hein. Il s'agissait de l'expérimentation du passeport efficacité énergétique. Et je crois que la quantité de questions que vous avez posées montre bien qu'il reste encore des travaux à mener à bien. Je dirais que l'expérimentation, elle a permis quoi? Elle a permis d'abord de mettre en lumière que le parcours client a un coût et que ce coût, il a beau être subventionné, il faut y faire attention et il faut utiliser le bon outil au bon moment. Et comme cela a été dit, l'initiative que nous avons menée, c'était de dire qu'il faut un outil peu cher, très simple, fiable, qui génère de la confiance avec un maximum de propriétaires de maisons afin de les sensibiliser et de les emmener vers une réflexion vers la rénovation. Et ça, il ne faut pas le faire avec des audits qui coûtent cher et qui, avec le taux de transformation que l'on connaît, risquent de poser un problème puisque les régions ou l'État ne pourront pas subventionner massivement X millions d'audits par an au prix où on en est. Donc, il s'agissait vraiment aujourd'hui, et c'est tout l'enjeu, hein, de pousser la réflexion vers des outils en amont. Et je sais que d'autres y travaillent, hein, et c'est très, très bien, parce que c'était l'enjeu de notre expérimentation, c'était d'emmener un maximum d'acteurs vers cette réflexion. Un outil simple en amont qui donne envie, qui est orienté vers le client, qui respecte le client, sa maison, qui lui donne envie d'aller vers une amélioration, qui intègre ses volontés, ses désirs d'amélioration de confort, d'extension, que sais-je encore. Et on l'a vu avec des retours d'expérience très, très qualitatifs, avec des architectes qui ont fait des audits, qui ont du coup emmené des propriétaires vers des rénovations globales d'un coup, en y intégrant également un projet architectural d'extension. Donc on voit bien que la base de tout cela, si on veut massifier, c'est massivement avoir des outils qui permettent d'aller chez les gens, créer cette confiance, générer de l'envie, générer de la connaissance et transmettre cette information vers les autres acteurs qui, eux, seront amenés à faire des calculs, des études techniques, des travaux. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, et c'est ça vraiment, je crois, la conclusion de l'expérimentation. Attention à nos travers de techniciens qui souhaitent tout de suite vérifier si les travaux seront possibles, si on peut faire une rénovation globale. Malheureusement, c'est une bonne démarche, évidemment, mais malheureusement, on ne sait pas ainsi donner envie à un maximum de gens, et on a des coûts qui sont trop élevés par rapport au taux de transformation que l'on aura sur cette approche massive. Donc, l'objectif aussi, in fine, c'est d'emmener cette confiance avec une chaîne complète, de transmettre l'information du premier contact vers les contacts suivants, les accompagner vers cette évolution-là, d'avoir un processus complet. Il y en a, je sais, des travaux qui vont continuer avec ProModule sur des idées de plateforme de transmission de données, de partage de l'information entre l'artisan qui fait un devis, celui qui fait les travaux, et les maîtres d'œuvre, puis le maître d'ouvrage qui aura la connaissance de ce qui se passe. Et puis, comme l'a dit Rémi, on a maintenant des outils qui sont apparus ces 5 dernières années, qui permettent de faire des simulations rapides. On a aussi des travaux absolument passionnants qui sont pilotés par le CSTB, l'École des mines, la QC, sur la garantie de performance intrinsèque post-rénovation. Donc, je suis convaincu que cette expérimentation a été une pierre dans l'édifice et qu'elle permettra d'aller vers des objectifs, non plus d'obligation de moyens ou de subvention de moyens,
mais demain de réellement subvention de la performance énergétique et de l'amélioration du confort. Donc, j'ai été très, très heureux de participer à cette aventure avec toutes les personnes que vous avez pu entendre aujourd'hui. Ça a été un grand honneur pour moi qu'ils me fassent confiance et que je puisse présider cette expérimentation. Je les en remercie très chaleureusement. Je remercie encore une fois tous ceux que, comme je l'ai dit en introduction, qui ont participé, qui ont été les chevilles ouvrières de cette association. Donc, je les renomme à nouveau, Benoît Montels, Guillaume Piaton et Rémi Babu, que vous avez écouté aujourd'hui. Et je remercie tous les ingénieurs qui ont travaillé chez Nertec sur les combinatoires, les ingénieurs des industriels avec qui nous avons travaillé, chez Saint-Gobain, chez Schneider, chez EDF, qui nous ont aidés énormément. Et je crois que vraiment, je souhaite à tous de capitaliser sur ces travaux, d'apprendre des erreurs que nous avons commises parce que ça n'a pas pu se développer comme on l'a souhaité aussi. Il y a des choses qui n'ont pas marché et donc on vous les a données en toute transparence. Et puis de vous permettre, dans les territoires, d'utiliser les bons outils au bon moment pour donner envie à tous nos amis, maîtres propriétaires de maison, de se dire et si j'y allais parce que ma maison sera mieux. Donc, un grand merci encore à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie de votre participation parce qu'on était, je crois, plus de 500 au global, Jean-Noël, si mes chiffres sur Zoom sont bons. Alors, je n'ai pas les chiffres de live Facebook, mais on doit être beaucoup. Donc, je vois que ça passionne tout le monde. Donc, merci à vous tous. Gardez la santé, prenez soin de vous et prenez soin de vos maîtres d'ouvrage pour qu'ils aient envie d'aller plus loin et de réduire la consommation de leur ouvrage tout en gardant la fierté. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Merci à tout le monde.